Infraction spéciale à l'indigénat. Propos tenus en public contre la France et son gouvernement. Infraction spéciale à l'indigénat. Refus ou inexécution des services de patrouille et de garde prescrits par l'autorité. Abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services. Infraction spéciale à l'indigénat. Inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à l'établissement et à la conservation de la propriété. Infraction spéciale à l'indigénat. Dissimulation de la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustraction au recensement des animaux et objets imposables. Infraction spéciale à l'indigénat. Défaut Au début des années 1880, l'Algérie est sous administration civile depuis une petite dizaine d'années, depuis le début de la Troisième République. Donc c'est un changement très important parce que jusqu'en 1870, elle était sous régime militaire. Donc en 1880, on est dans une phase encore de transition, c'est-à-dire que le territoire civil commence à être à peu près équivalent au territoire encore sous administration militaire, donc les militaires gardent du pouvoir. Et puis, au plan économique et social, il y a la dépossession des terres qui bat son plein. C'est pas terminé, le processus n'est pas terminé, mais il est bien entamé, bien en phase. Et donc ce processus de dépossession des terres a pris diverses voies, mais il consiste globalement en un resserrement des Algériens sur des toutes petites propriétés et sur les terres les moins fertiles, leur perte de toutes les terres collectives qu'ils avaient, leur perte aussi d'usage des forêts, et ça c'est quelque chose souvent qu'on ne met pas forcément en avant, mais qui est très important parce que les forêts étaient de ressources extrêmement importantes pour la paysannerie algérienne. Et donc, côté européen, se met en place une sorte d'idéal qui est celui du petit propriétaire rural, du colon agricole, qui va mettre en valeur la terre algérienne. En réalité, ce qui se passe un petit peu après, c'est que les Européens venus en Algérie n'avaient pas de compétences agricoles. Donc progressivement, la majorité d'entre eux fait faillite. Et ce qui se constitue, ce sont des grandes propriétés européenne, commerciale, mécanisée. Là, je parle bien plus tard que 1880, mais c'est à la fin, à ce tableau-là de l'Algérie rurale qu'on arrive. Dans un repli rocheux couronnant un monticule et à peine distinct du sol, tant il en a pris la coloration monotone, un grand village se dresse sur le ciel. C'est le Czar de Boukhari. Au pied du cône de poussière qui porte ce vaste village arabe, quelques maisons sont cachées dans le mouvement de la colline. Elles forment la commune mixte. Le Czar de Boukhari est un des plus considérables villages arabes de l'Algérie. L'administration française seule ne s'occupe point de ce qui se trame à Boukhari. Elle en a fait une commune de plein exercice, sur le modèle des communes de France, administrée par un maire, vieux paysan à l'œil endormi, flanqué d'un garde champêtre. Entre et sort qui veut. Les Arabes venus de n'importe où peuvent circuler, causer, intriguer à leur guise, sans être gênés en rien. Au pied du Czar, à 200 ou 300 mètres, la commune mixte est gouvernée par l'administrateur civil qui dispose des pouvoirs les plus étendus sur un territoire nu qu'il est presque inutile de surveiller. Il ne peut empiéter sur les attributions du maire, son voisin. Dans le contexte de la transition entre civil et militaire, en fait, il y a une réflexion importante qui a été menée pour savoir comment on va organiser les communes algériennes. Et donc il y a deux types de communes en 1880. Il y a d'une part des communes qu'on appelle des communes de plein exercice, qui sont identiques aux communes de métropole, donc il y a un conseil municipal élu avec un maire. Mais cette administration municipale, elle est réservée aux communes dans lesquelles il y a une population européenne et française importante. Parce qu'en fait, on estime que ce mode d'administration-là, qui est le mode démocratique par un conseil municipal élu, ça ne peut pas convenir aux populations algériennes dites indigènes qui n'auraient pas la maturité nécessaire pour participer à ce type d'administration. Donc il y a des communes de plein exercice, conseil municipal élu, dans les territoires qui sont peuplés assez fortement d'Européens. Donc on dessine des contours de communes de façon à avoir plusieurs centaines d'Européens et on forme une commune.
La majorité des Algériens, qu'on disait à l'époque des musulmans, des indigènes, habitaient en fait dans des campagnes avec des densités extrêmement faibles, donc ce sont des populations extrêmement dispersées. Donc elles sont regroupées à la base par douars, en gros c'est le petit village, et les douars sont ensuite regroupés dans des communes qu'on appelle des communes mixtes. Elles sont immenses, ça peut être presque l'équivalent d'un département de métropole. Et ces communes mixtes, elles sont gérées par un administrateur nommé. Il y a aussi une petite commission municipale à côté, mais globalement, c'est l'administrateur mixte qui est le pilier de la gestion de ces communes mixtes. Et ces administrateurs-là, ils ont à faire face à toute une série, je crois qu'aujourd'hui on pourrait dire des incivilités, mais pas seulement, des formes de désobéissance. Il y a bien sûr majeure la résistance à l'impôt. Et donc on les dote en 1881 de ce qu'on appelle des pouvoirs disciplinaires, qui les autorise, par la loi, c'est une loi, à infliger des amendes et des jours de prison à leurs administrés algériens. Pour toute une série d'infractions assez bien pensées, parce qu'on les adapte en fait aux résistances qu'ils rencontrent. Donc il y a une infraction très importante qui est celle du désordre sur les marchés, qui vise à assurer une organisation correcte de la vie collective économique. Infraction spéciale à l'indigénat. Acte de désordre sur les marchés et dans les lieux publics, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit. Infraction spéciale à l'indigénat. Retard prolongé et non justifié dans le paiement des impôts, soult de rachat de séquestre, amende et généralement de toute somme due à l'État ou à la commune, ainsi que dans l'exécution des prestations faites en nature. Infraction spéciale à l'indigénat. Abattage sans autorisation de l'administrateur d'un ou de plusieurs arbres d'une utilité reconnue. Infraction spéciale à l'indigénat. Défaut par tout indigène conducteur de bêtes de somme, de trait. Il y a tout ce qui concerne la résistance à l'impôt, donc la dissimulation de matières imposables, le retard que l'on met dans le paiement à l'impôt. Sur ce point-là, il faut dire, c'est très important, que les Algériens sont soumis à un double régime d'imposition. En fait, ils subissent des taxes qui sont les taxes créées par l'autorité coloniale française qui reprennent en partie les taxes de métropole, mais ils sont aussi soumis à ce qu'on appelle les impôts arabes, qui sont des impôts que les Français ont décidé dans leur esprit de laisser et qui seraient les héritiers des impôts de la période ottomane. Donc les Algériens sont soumis à un double régime d'imposition. Et dans le contexte de dépossession foncière, en fait, ils sont complètement étranglés. Il n'y a pas qu'en Algérie que ça se passe. Il y a aussi dans beaucoup de territoires coloniaux français, en Afrique, c'est la même chose. Donc les résistances à l'impôt constituent un volet extrêmement important des punitions que les administrateurs des communes mixtes infligent. Ensuite, il y a tout ce qui va être des infractions à la circulation. En fait, on contrôle les circulations des Algériens. C'est un peu l'équivalent du livret ouvrier de métropole. Donc, on ne peut pas accueillir quelqu'un dans la commune sans autorisation. Et il y a un permis de circuler qu'il faut faire viser. Donc, tous les défauts de visa sur le permis de circulation ou le fait de ne pas déclarer un étranger qui viendrait dans la commune, ça fait partie aussi des répressions par l'indigénat, par les pouvoirs disciplinaires. Et puis, il y a des résistances qui sont plus politiques ou plus directement menaçantes pour l'autorité coloniale. Il s'agit de toute l'activité des confréries. En fait, en 1881, l'Algérie est soumise, mais les contemporains ne le savent pas encore. En gros, les autorités françaises à Alger, elles ont encore à faire face à une insurrection dans le sud. En 1883, c'est la reddition du chef de cette insurrection. Et nous, on le sait aujourd'hui, c'est la fin des insurrections. Mais à la fin, on ne le sait pas encore. À l'époque, on ne le sait pas encore. Donc en 1881, on a bien vu que la phase des grandes insurrections susceptibles d'embraser une majeure partie du pays, ça a l'air d'être à peu près terminé. Mais il y a encore cette insurrection dans le sud qui pose problème. Donc on n'est pas encore tout à fait sûr de l'autorité française et que l'ordre va vraiment régner en Algérie. Donc dans les infractions spéciales à l'indigénat, il y a le fait de ne pas déclarer des activités liées aux confréries, parce que les confréries
ont été des animatrices des insurrections. C'est par leur réseau que des mots d'ordre d'insurrection ont pu être répandus dans le territoire, hein. Donc, par exemple, les confréries ont des activités de fêtes, de réunions. Il y a des pèlerinages aussi sur des tombeaux de saints, etc. Et donc, on doit déclarer à l'autorité française si on organise un repas rituel, par exemple, si on organise une réunion. Et si on ne fait pas ces déclarations, on tombe sous le coup de la répression par les pouvoirs disciplinaires des administrateurs. Et puis ensuite, il y a toute une série de petites insubordinations du quotidien. Quand il y a un feu, on mobilise les populations pour venir participer à la lutte contre le feu. Donc il y a des résistances aussi là-dessus. Il y a des gens qui refusent d'aller participer à la lutte contre l'incendie. Il y a aussi des patrouilles qui parfois nécessitent des sortes de réquisitions en réalité. Donc en fait, ce sont toutes des activités potentiellement porteuses de résistance ou qui manifestent des formes de désobéissance vis-à-vis de l'administration coloniale qui sont punies ainsi. Voici d'abord une dépêche du sous-préfet de Philippeville. J'ai été informé de GEMAP par maire et administrateur que toutes les concessions forestières sont anéanties et que le feu a ravagé tous les douars de la commune mixte. Les villages de Gastu, Aincherchar, le Djendel ont été menacés. À Philippeville, tous les massifs boisés ont brûlé. Stora, Saint-Antoine, Vallée, Damrémont ont failli devenir la proie des flammes. À Colo mixte et à Thia, le feu a tout ravagé. Les concessions Tessier, Lesseps, Leva, Lefebvre, Sider, Bessin, etc. sont détruites en tout ou partie. Monsieur Bizerne, adjudicateur pour 14 années des forêts d'El-Milia, a écrit ceci. Mon personnel a fait preuve de la plus grande énergie. Il s'est exposé très gravement et par 2 fois, nous avons pu nous rendre maîtres du feu. C'est en pure perte. Pendant que nous les combattions d'un côté, les Arabes le rallumaient d'une autre, et dans plusieurs endroits différents. Voici une lettre d'un propriétaire. J'ai l'honneur de vous signaler que, vers le milieu de la nuit de dimanche à lundi, mon fermier Ripper, de garde sur ma propriété, a vu 4 tentatives d'incendie. Le feu ravage la concession forestière des Réni Amram, appartenant à M. Carpentier-Édouard de Djidjeli. La nuit dernière, il a été allumé en 20 endroits différents. Un cantonnier arrivant de la mine de Cavallo a vu distinctement tous les foyers. Il est donc de toute évidence que le feu est mis par les populations indigènes et en exécution d'un mot d'ordre donné. J'ajouterai que, ayant moi-même passé 6 jours au milieu du pays incendié, j'ai vu, de mes yeux vus, en une seule nuit, le feu jaillir simultanément sur 8 points différents au milieu des bois, à 10 km de toute demeure. Il est certain que si nous exercions une surveillance active dans les tribus, ces désastres, qui se reproduisent tous les 4 ou 5 ans, n'auraient point lieu. Le gouvernement croit avoir fait ce qu'il faut quand il a renouvelé, à l'approche des grandes chaleurs, les instructions concernant l'établissement des postes vigies institués par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1874. L'idée du code de l'indigénat, c'est une sorte de code pénal spécifique aux indigènes, spécial pour les indigènes. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent infraction spéciale à l'indigénat, hein. Alors, on a pris l'habitude d'appeler code de l'indigénat quelque chose qui ne s'appelait pas comme ça officiellement. Je veux dire par là que si on va dans une bibliothèque, on ne peut pas trouver le code de l'indigénat comme on trouve le code civil, le code pénal, hein. Mais l'expression a été utilisée par les contemporains de l'époque. Donc, code de l'indigénat, les juristes disent de façon plus correcte, puisqu'il n'y a pas de code en soi officiellement, le régime spécial de l'indigénat. Le régime spécial de l'indigénat, ce sont des mesures punitives que seuls les indigènes peuvent subir, et donc ça définit leur statut, hein, ils sont soumis à ce code-là et personne d'autre. Et ce régime comprend des mesures qui en fait résultent de la façon dont le pays a été conquis et administré jusque dans les années 1870-1880. C'est-à-dire que les mesures qui composent le régime pénal de l'indigénat, ce sont en fait des pratiques qu'ont eues les militaires, qui sont nées des pratiques des militaires quand ils ont conquis le pays, ou bien dans les bureaux arabes qui ont été la première forme de l'administration en Algérie. Alors, c'est très compliqué le processus d'émergence de ces mesures parce qu'elles sont nées du terrain, elles ont parfois été légalisées après coup, mais pas toujours. Parfois, il y a des pratiques punitives, en fait, quand on cherche le fondement légal, on ne le trouve pas. Mais globalement, en 1880, les choses sont quand même à peu près fixées.
il y a l'internement administratif qui consiste soit à l'assignation à résidence, soit à la détention dans un pénitencier sur décision du gouverneur général. Il y a le séquestre des biens qui a été massivement pratiqué pour opérer justement un transfert de propriété, un transfert de terre de mains algériennes à des mains coloniales. Donc on confisque des terres. Le séquestre, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est pas une confiscation totale, c'est un retrait de la propriété, mais on donne parfois le droit de racheter. Donc le propriétaire à qui on a séquestré les biens, parfois peut payer ce qu'on appelle des soultes de rachat pour essayer de récupérer sa terre. Donc en fait là, dans ce cas-là, la sanction elle est financière. Il faut payer les soultes de rachat. Mais il y a aussi des cas où cette possibilité-là n'existe pas et les terres séquestrées sont mises en valeur pour la colonisation. Le séquestre des biens, il peut être collectif. On peut séquestrer les biens d'une tribu. Et ça, c'est une particularité de la répression spécifique aux indigènes, c'est qu'il y a des sanctions collectives. Séquestre des biens, ensuite amende collective. Donc on rejoint le séquestre collectif. Donc on va punir, par exemple dans les années 80-90, les incendies de forêt sont punis par des amendes collectives qu'on va infliger à un douar, par exemple, parce que de façon absolument ordinaire, quand on impose un code forestier à des populations rurales dont ça détruit complètement le rapport à la forêt et les usages, ben, il y a des actes criminels qui se produisent. Il y a aussi des gestes du quotidien qui deviennent des crimes ou des délits alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Et donc dans tout ça, on a toujours ces classiques des incendies qui sont déclenchés, qui se propagent. Donc les amendes collectives sont beaucoup utilisées pour punir les incendies de forêt. L'application d'un code forestier très restrictif a des conséquences sur l'habitat parce qu'on utilise le bois pour se loger, enfin pour se construire des habitations. Et la paupérisation des campagnes algériennes, elle va de pair avec le développement de ce que les autorités appellent le gourbi, qui est l'espèce d'habitat précaire dans lesquels vit une partie de la population algérienne. Et c'est aussi un des éléments de sa désorganisation, en fait, avec l'arrivée de la colonisation. Et puis, il y a les pouvoirs disciplinaires des administrateurs. Et les pouvoirs disciplinaires des administrateurs, c'est la partie du régime de l'indigénat qui est la mieux légalisée, je dirais presque, qui est la seule réellement légalisée. Pour l'internement, pour les amendes, pour le séquestre, les fondements juridiques se discutent. Pour l'internement, certains juristes pensent qu'il n'a même pas de fondement légal, par exemple. Mais pour les administrateurs des communixtes, il y a une loi qui a été votée en 1881 au Parlement français. C'est le résultat d'une dizaine d'années de réflexion au gouvernement général à Alger. En gros, au début des années 1870, on passe d'un régime d'administration militaire à un régime d'administration civile. Donc on met en place des communes mixtes et on se demande de quoi les administrateurs ont besoin pour administrer leur population entre guillemets. Et les chefs de bureaux arabes qui antérieurement avaient ces fonctions d'administration avaient des pouvoirs punitifs qui dataient de l'époque de Bugeaud des années 1840. Et donc en fait, on légalise par la loi de 1881 des pratiques que les administrateurs avaient et qu'ils avaient héritées des chefs de bureaux arabes. Il y a des transmissions. Ça, c'est la transmission sur le terrain. Et au gouvernement général à Alger, avant d'arriver à l'idée de la loi, on a imaginé plein d'autres solutions. Et on a imaginé qu'on pourrait prendre le code pénal français et ajouter une sorte d'additif spécial pour les indigènes. Et c'est de là que vient l'expression code de l'indigénat, parce qu'on passe de l'idée qu'il y a un code pénal avec une partie spécifique pour les indigènes, et du coup, code de l'indigénat, l'expression vient de là. Bon, des commissions se sont réunies, c'est un processus extrêmement complexe que je résume là en 2 minutes. Et finalement, il a été estimé que parer ces pouvoirs disciplinaires d'une légitimité républicaine serait quand même le meilleur moyen, je dirais, de les valider. Donc, on finit par penser à un projet de loi déposé au Parlement français et qui est effectivement voté.
Et ce projet de loi dit tout simplement que les administrateurs des communes mixtes en Algérie exerceront les pouvoirs disciplinaires. On ne fixe pas dans la loi la liste des infractions, c'est un arrêté du gouverneur général ensuite qui le fait, parce qu'en gros, lui connaît le terrain, ou peut se renseigner sur le terrain pour faire une liste d'infractions vraiment répondant aux besoins des administrateurs. Et cette liste d'infractions, ensuite, parce que la loi est votée provisoirement et elle est renouvelée, et bien ensuite elle est annexée à la loi et donc suivant les moments on peut retirer des infractions ou en ajouter d'autres en fonction des actes que commettent les Algériens et qu'on veut sanctionner. Infraction spéciale à l'indigénat, infraction au règlement d'eau et usages locaux concernant les fontaines, puits, sources, rivières et canaux d'irrigation, indépendamment des amendes et dommages et intérêts encourus pour contravention à la police des eaux. Infraction spéciale à l'indigénat, refus ou négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accident, tumulte ou autres calamités, ainsi que dans les cas d'insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire. Infraction spéciale à l'indigénat, ouverture de tout établissement. En matière d'indigénat, à partir de la fin des années 1890, il y a quelque chose de très important à souligner, c'est qu'en fait, les jours de prison ou les amendes peuvent être convertis en journées de travail. Alors, on les convertit comment ? Un jour de prison, ça devient une journée de travail. Et puis, pour les amendes, on recourt à un tarif. On regarde combien on paye quelqu'un sur un chantier de travaux publics. Et puis, on dit, ça vaut tant d'heures de travail sur un chantier de travaux publics. Et massivement, à partir d'environ 1900, c'est la loi de 1897 qui formule cette possibilité, massivement à partir de 1900, les peines de prison et d'amende que les administrateurs décident sont converties en journées de travail. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça représente, avant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de journées de travail qui ont été infligées aux Algériens. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? C'est que évidemment, en Algérie, il n'y a pas eu de travail forcé comme en Afrique, où il y a des grands travaux, des chemins de fer, des ports qui ont été aménagés par du travail de force infligé à des prisonniers, où il y avait un taux de mortalité extrême. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Il n'empêche que, il y a bien des Algériens qui ont été condamnés à exercer des formes de corvée en punition. Donc il y a du travail punitif, du travail contraint. Alors là-dessus, on a peu d'éléments. On en est réduit un peu à l'imagination à partir de quelques exemples. On est là à l'échelle de communes rurales. Donc les travaux que l'on fait accomplir aux gens que l'on punit ainsi, ce sont des travaux dans ce contexte. Donc ça va être, il y a une invasion de sauterelles, lutte contre l'invasion de sauterelles, des brousaillages, des travaux d'irrigation. Donc il ne faut pas imaginer des travaux de force pénibles dont on peut mourir, comme les prisonniers en Afrique qui ont construit des voies ferrées, des ports, etc. Mais quand même du travail infligé, contraint, sous forme punitive, non rémunéré puisqu'il est sous forme de sanction. Et il y a un domaine là, en fait, pour l'avenir de la recherche, qui est celui du travail punitif et contraint, parce qu'il y a aussi parallèlement, pour les Algériens qui sont en prison, qui sont passés dans le circuit ordinaire du tribunal, la condamnation et la peine de prison, il y a parallèlement des réflexions sur la possibilité d'utiliser de la main-d'œuvre pénitentiaire à des travaux utiles à la colonisation. Il y a des essais qui sont faits à la fin des années 1890, par exemple aller défricher tout un territoire pour pouvoir le mettre en lot et le coloniser, eh bien on va utiliser de la main-d'œuvre pénitentiaire. À ma connaissance, parce que là on va avoir besoin de travaux supplémentaires pour le confirmer, les résultats sont peu concluants parce que la main-d'œuvre pénitentiaire n'est pas une main-d'œuvre très efficace. Et puis ça ouvre des possibilités d'évasion, le fait de sortir les prisonniers des murs pour les faire travailler. Donc finalement, à ma connaissance, pour le peu que j'en sache, et sous réserve de travaux ultérieurs, ce sont des essais qui n'ont pas été concluants et on n'a pas eu recours dans des proportions notables à de la main-d'œuvre pénitentiaire pour des travaux en milieu agricole utiles à la colonisation. Mais dans les communes, il y a certainement dans le quotidien
des choses qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à voir dans les archives, autrement que par des statistiques où, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a des centaines de milliers de journées de travail qui sont infligées à des Algériens. En 1914, on arrive, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à 600 000 journées de travail qui ont été infligées de la sorte. Nous aperçûmes 3 cavaliers qui venaient au galop vers nous. Quand ils arrivèrent à 100 pas environ, le premier mit pied à terre et s'approcha en boitant un peu. C'était un homme d'environ 60 ans, assez gros, ce qui est rare en ce pays. Il portait la croix de la Légion d'honneur. Il nous fit un long discours d'un air furieux pour nous inviter à entrer sous sa tente et à prendre une collation. C'était la première fois que je pénétrais dans l'intérieur d'un chef nomade. Un amoncellement de riches tapis de laine frisée couvrait le sol. D'autres tapis étaient dressés pour cacher la toile nue. D'autres, tendus sur nos têtes, formaient un imperméable plafond. Des sortes de divans, ou plutôt de trônes, étaient aussi recouverts d'étoffes admirables. Et une cloison faite de tentures orientales, coupant la tente en 2 moitiés égales, nous séparait de la partie habitée par les femmes, dont nous distinguions par moments les voix murmurantes. On s'assit. Les 2 fils du caïd prirent place auprès de leur père, qui se levait lui-même de temps en temps, disait un mot dans l'appartement voisin par-dessus la séparation, et une main invisible passait un plat fumant que le chef nous présentait aussitôt. On entendait jouer et crier des petits-enfants auprès de leur mère. Quelles étaient ces femmes ? Elles nous regardaient sans doute par d'invisibles ouvertures, mais nous ne les pûmes point voir. On a souvent une vision un peu fausse de l'administration dans l'Empire français, et il y a cette idée que l'Empire colonial britannique aurait beaucoup plus pratiqué la délégation de pouvoir envers des administrations locales, et donc on aurait eu une administration indirecte dans l'Empire britannique, alors que dans l'Empire français, on aurait eu une administration directe. C'est-à-dire une administration exercée par des agents français qui représentent concrètement, sur le terrain, au quotidien, l'autorité coloniale. C'est pas complètement faux si on regarde la pyramide administrative théorique sur le papier. Prenons le cas des communes mixtes, il y a un administrateur, parfois un administrateur adjoint, mais qui est aussi un agent français. Mais, concrètement, les communes mixtes étaient immenses. Possiblement l'équivalent d'un département. Donc c'est pas un administrateur tout seul qui sait ce qui se passe dans sa commune, et qui peut donc décider que à tel endroit, enfin savoir qu'à tel endroit s'est produit un fait à punir. Concrètement, en réalité, l'administrateur, il s'appuie sur ce qu'on appelle des adjoints indigènes, qui sont donc des Algériens, alors qui ont des titres divers. En général, on dit le caïd, mais parfois c'est le cheikh, le cheikh. Et ces adjoints indigènes, ce sont eux qui, au quotidien, représentent l'autorité coloniale vis-à-vis des populations locales. Donc, les communes mixtes, elles sont divisées, il y a des douars, il y a parfois même des fractions de douars, parce qu'à la base, il faut avoir une unité administrable, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, donc on a parfois des douars, des fractions de douars. Et les caïds, en fait, ce sont eux qui, dans le quotidien, par exemple, viennent prélever l'impôt. Ce sont eux qui savent s'il y a du désordre ou de l'ordre, s'il y a des rumeurs, de l'agitation, s'il y a un bandit qui vient sur la commune. Et donc les adjoints indigènes jouent un rôle absolument énorme. Sans eux, les administrateurs sont complètement dénués d'informations. Et donc ce sont eux qui sont en mesure d'informer les administrateurs de ce qui se passe et de leur désigner les éventuels coupables, entre guillemets, qu'il faudrait punir. Alors, ces caïds ont une extrême mauvaise réputation, ils sont réputés corruptibles, et ils le sont, parce qu'on peut acheter leur silence. Et puis, ce sont des fonctions qui s'accompagnent de leur part de prélèvements sur les populations, prélèvements financiers, diverses occasions, et des malversations, et puis voire aussi des brutalités, Donc, de fait, les Algériens qui exercent ces fonctions d'intermédiaire entre les populations rurales et les administrateurs de communes mixtes jouent un rôle absolument énorme.
même si dans le texte, il n'y a pas écrit que les pouvoirs disciplinaires sont exercés par l'adjoint indigène, c'est bien l'administrateur qui les exerce. Mais dans la réalité du quotidien, ils ont un pouvoir absolument énorme, et donc ça nuance très fortement l'idée qu'on a affaire à une administration directe qui ne s'appuie pas sur des acteurs de la population locale. J'ai vraiment pris le parti de délaisser les textes de droit dans la mesure où ils n'encadrent pas les pratiques, et y compris quand on fait des généalogies de textes, ça ne nous raconte pas l'histoire de l'internement, parce qu'il y a vraiment un fossé entre les deux. Et ce qui est vraiment frappant dans le cas de l'Algérie, c'est qu'on n'est pas du tout dans une situation où le droit crée les pratiques. Alors, ce serait à vérifier, cela dit, qu'en métropole, on est aussi dans une situation où les pratiques répressives sont toujours encadrées par le droit. Même s'il y a ces pouvoirs disciplinaires des administrateurs qui sont légaux, il y a à côté, toujours, des pratiques de coercition qui sont en dehors de tout texte. Si on prend le cas des femmes, dans les statistiques, elles sont très peu présentes. Dans les statistiques d'application de mesures du régime pénal de l'indigénat, sauf que dans les sanctions collectives, elles sont touchées parce que c'est des familles entières qui sont touchées. Mais je pense là à l'internement sur lequel j'ai travaillé. Il y a très très peu de femmes qui sont victimes de mesures d'internement. Mais elles sont touchées par exemple, et ça je l'avais vu en travaillant sur l'internement, j'avais un exemple précis d'un bandit qui s'appelait le bandit Chaïb. Elles sont touchées par exemple dans le cas du bandit Chaïb comme femme ou sœur, en tout cas femme de sa parentèle, parce que les autorités coloniales ont une vision souvent assez approximative des liens qui unissent leurs administrés, donc parfois, on va vous dire c'est le beau-frère, c'est l'oncle, bon. Mais en tout cas, femmes et sœurs, mères de ce bandit, à un moment donné, se trouvent consignées au board administratif, au local administratif de la commune. Et l'administrateur qui a des cavaliers demande à ces cavaliers indigènes de loger ces femmes. Mais en fait, c'est une mesure non seulement d'assignation, forme d'assignation à résidence, absolument pas légale, absolument pas déclarée, et d'enfermement au sens où elles ne sont pas dans une prison, mais elles sont tenues d'être logées par les cavaliers indigènes de la commune, donc elles ne sont plus chez elles. Et l'idée, évidemment, de priver le fameux bandit Chaïb des soutiens qu'il peut avoir sur la commune, notamment par sa parentèle, mais aussi de le contraindre à se rendre. Et dans cet exemple-là, il y a à un moment donné une invasion de sauterelles, et bien l'administrateur de la commune requiert en priorité les gens de la famille du bandit Chaïb pour venir lutter contre l'invasion de sauterelles. Donc c'est une forme de punition qui n'a aucun fondement légal, on n'est plus dans le cadre de ces pouvoirs disciplinaires, c'est pas de l'internement, c'est pas du séquestre, c'est pas de l'amende, c'est rien du tout, mais c'est une corvée qu'il leur impose pour faire pression sur eux parce qu'ils sont des membres de la famille du bandit Chaïb. Donc la position des femmes est assez particulière et elle montre bien que se contenter d'aborder cette question-là par le droit et par ce qui est fait dans le cadre de la légalité, ça ne suffit pas. Parce que si je reprends l'exemple de l'internement, on ne les trouve pas ou très très peu dans des dossiers qui sont les dossiers légaux des gens internés avec un arrêté de gouverneur. En revanche, si on regarde ce qui se passe dans le quotidien, on peut voir des femmes mises sous pression par l'administration, assignées à résidence, déplacées, contrôlées, surveillées, parce qu'elles sont des femmes, des sœurs, des mères. Quand on parle de l'assimilation pour l'Algérie, en réalité, il y avait ce que Charles-Robert Ageron appelle une conception coloniale de l'assimilation, c'est-à-dire que cette conception coloniale, c'est que l'assimilation, elle est pour les Européens et les citoyens français, elle n'est pas pour les sujets coloniaux. Et Charles-Robert Ageron dit clairement que, par ailleurs, il y a eu un malentendu parce qu'en métropole, on a compris le mot assimilation comme voulant dire aussi pour les Algériens. Et donc il parle d'un quiproquo qui a duré très longtemps, en fait, jusqu'à la fin de la période française, entre la métropole où on pensait que l'assimilation était un idéal généreux qui s'appliquait à tous, et une conception coloniale qui était plutôt celle des milieux coloniaux en Algérie, où l'assimilation, elle est pensée que pour une catégorie de population.
La conception coloniale de l'assimilation, c'est celle qui établit un lien entre le fait d'être soumis au droit commun et le fait d'avoir atteint un certain degré de civilisation. Pour le dire dans des termes qui ne sont pas péjoratifs ou insultants. Et donc l'idée, c'est de considérer que parmi les populations qui vivent en Algérie, il y a ceux que l'on peut assimiler, c'est-à-dire que l'on peut soumettre au droit commun. Donc on ne les soumet pas au régime pénal de l'indigénat, ils peuvent atteindre des droits de citoyenneté complets. On peut faire ça pour des gens pour qui ça va faire sens. Donc des gens qui ont une certaine mentalité, un certain degré de raisonnement, donc les Européens. Donc les Européens, on peut les soumettre au code pénal, il n'y a pas de problème, eux comprennent bien ce que veut dire une justice qui apporte des garanties. En revanche, les musulmans, si on ne passe que par la justice pour les punir, c'est inefficace. Parce que ce que des esprits évolués comprennent comme étant des garanties dans la procédure judiciaire, pour eux, c'est de l'indulgence. Donc, à partir de cet exemple-là, je pense qu'on voit bien l'idée qui n'est pas, qui est très abstraite, hein, mais il y a l'idée que on peut assimiler des gens qui ont atteint un certain degré de civilisation. Mais ceux qui ne l'ont pas encore atteint, en fait, ça n'est pas possible. Évidemment, jamais on n'a pensé qu'on allait soumettre les Européens au code de l'indigénat. Donc l'assimilation, c'est pour les populations européennes. Ou bien, de façon révélatrice, parmi les populations algériennes, ce qu'on appelle les évolués. Mais en gros, la masse des Algériens n'a pas atteint le niveau de civilisation nécessaire pour pouvoir être assimilés. Sur le régime pénal de l'indigénat, très précisément, ça a une conséquence. C'est que le projet de loi sur les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes, quand ça arrive devant le Parlement en 1881, ça fait débat évidemment, et l'argument principal qui est donné aux représentants de la nation pour qu'ils votent cette loi, c'est qu'il est nécessaire de donner des pouvoirs tels que ceux-ci aux administrateurs des communes mixtes, parce qu'ils ont affaire à des populations qui ne comprennent pas le fonctionnement de la justice. Ils refusent de témoigner, si on leur donne un avocat, ils prennent ça pour de l'indulgence, si on condamne avec sursis, ça n'a aucun effet, voilà. Donc comme ils n'ont pas la capacité de comprendre la complexité du fonctionnement de la justice avec toutes ces garanties, que en gros si on les fait bénéficier des garanties de la procédure judiciaire, eux vont penser que c'est de l'indulgence et qu'il n'y a pas de punition, il faut les pouvoirs disciplinaires aux administrateurs pour qu'il y ait des sanctions rapides, efficaces et qu'ils comprennent dans leur mentalité. Mais l'œuvre coloniale française étant censée être une œuvre de civilisation, il y a l'idée que peut-être qu'avec le temps, la société musulmane va progresser et donc atteindra un jour un degré de civilisation lui permettant de comprendre ce qu'est une procédure judiciaire, des garanties et finalement évoluer, devenir évoluer suffisamment pour que le régime pénal de l'indigénat n'ait plus de sens. Et c'est pour cette raison que la loi est votée provisoirement. Elle est votée pour 7 ans. Les parlementaires français disent d'accord, on va voter cette loi, mais comme quand même, c'est quand même très 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 dérogatoire à notre droit commun, ça contredit beaucoup de nos principes républicains, c'est gênant. Donc on est d'accord, mais pour une période provisoire. Et on verra dans quelques années où on en sera. Et donc la loi de 1880, elle est votée pour 7 ans. Et en 1888, on l'a reconduit. Et ensuite, jusqu'en 1927, elle a été de multiples fois reconduite, mais à chaque fois extrêmement débattue. Faut pas croire que pour des républicains sincères, cette loi ne posait pas de problème. Bien sûr qu'elle posait problème, ils avaient les yeux ouverts sur ce qu'elle signifiait de la République aux colonies. Donc, ils étaient partagés entre l'idée que les principes républicains intégralement appliqués avec l'assimilation voudrait dire qu'il n'y a pas de régime pénal de l'indigénat, tout le monde est assimilé, tout le monde est puni de la même façon.
Sauf que si on tient en compte que tout le monde n'est pas capable de comprendre les subtilités de la procédure judiciaire, faut du régime pénal de l'indigénat, et puis bon, quand même, on ne va pas démunir l'autorité coloniale, donc on reconduit la loi. Mais les débats ne sont pas faciles. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Albin Roset, qui est un député de l'Est de la France, un député dit républicain modéré, qui lui combat totalement le régime de l'indigénat, et vraiment contre cette idée. Et lui pense que l'assimilation c'est pour tout le monde, c'est les indigènes y compris. Mais dans la conception coloniale, l'assimilation ce n'est que pour ceux qui sont en état d'en bénéficier, et donc pas les indigènes, dans un premier temps au moins. L'Européen a la notion assez nette de la séparation des domaines temporels et spirituels. Le musulman ne l'a pas, ne peut pas l'avoir. C'est dans le Coran que se trouvent les principes du droit civil et du droit pénal musulman. L'islam est au surplus, il ne faut pas l'oublier, une religion guerrière. On peut toujours craindre, sinon un soulèvement général fort improbable, du moins des mouvements dus aux excitations de chefs de confréries influents ou de marabouts vénérés. Pour ces raisons, le législateur français a cru devoir donner aux indigènes un statut juridique spécial. Celui-ci peut se résumer dans ses grandes lignes assez facilement. 1. Les indigènes ont des droits politiques restreints. Ils ne participent pas à la désignation des députés et des sénateurs. Ils interviennent dans une mesure très réduite dans les élections des corps locaux. Délégations financières, conseils généraux, conseils municipaux. Ce sont des sujets et non des citoyens. 2. Ils ont un droit civil particulier et sont soumis au droit musulman. 3. Ils ont enfin un droit pénal spécial, notamment ils sont soumis à ce que l'on appelle le régime de l'indigénat. De plus en plus dans l'historiographie, on tend à considérer que l'indigène dans les colonies françaises, il est aussi défini par son statut juridique, pas seulement pénal. Pénal, c'est la punition, mais le droit, c'est pas que la punition. On a d'autres statuts juridiques dans une société. Et puis le statut politique. Alors, c'est impossible de parler à l'échelle de l'Empire français. On ne peut pas dire l'indigène dans l'Empire français avait tel statut, parce qu'en fait, c'est chaque fois différent pour chaque territoire. C'est une des particularités des empires, c'est d'avoir une forme de tension entre au centre et en métropole, une volonté et des tentatives pour unifier, un minimum, mettre un peu de cohérence, mais aussi le fait que dans chaque colonie, on a des configurations différentes, il y a des histoires différentes dans la façon dont on a conquis le territoire, dont on a commencé à l'administrer. Donc en fait, il y a une tension entre quelque chose qui va vers l'unité et la cohérence au centre, à la métropole, et puis des tendances à la dispersion et à l'adaptation locale qui fait que les choses sont très différentes. Donc le statut des indigènes en Algérie, il y a la question pénale, ils sont soumis au régime pénal de l'indigénat. Puis après, il y a la question du statut juridique en matière civile, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne en particulier la famille, à quoi sont-ils soumis ? Eh bien, les Algériens n'étaient pas soumis au code civil français en matière matrimoniale et familiale, mais soumis à ce qu'on appelait un statut personnel musulman. L'idée était à l'origine que dans la convention de capitulation de 1830, il y avait eu un engagement à respecter les us et coutumes des populations locales. Donc on ne va pas, par exemple, imposer la monogamie alors que la polygamie est pratiquée. Alors il ne faut pas fantasmer sur la polygamie, c'est pas tous les Algériens n'ont pas 4 femmes. Bon, mais de fait, la possibilité d'avoir plusieurs femmes existe et pratiquée existe et n'est pas condamnable dans le droit musulman tel qu'il est en Algérie au moment de la conquête, donc voilà. Et puis il y a d'autres dispositions, évidemment, on ne rompt pas un mariage de la même façon que dans le code civil avec le divorce, et puis il y a la possibilité de marier des filles à un âge où elles ne sont pas encore pubères, donc il y a toute une série comme ça de pratiques locales dans la vie familiale et matrimoniale qu'on ne soumet pas au code civil, donc on ne criminalise pas finalement, Et on laisse les Algériens soumis à ce qu'on a appelé le statut personnel musulman, c'est-à-dire que leur personne reste régie par le droit musulman, que les Français par ailleurs tentent de comprendre d'abord, parce qu'ils ne connaissent pas, donc ils tentent de le connaître, ils tentent de comprendre, ils le recodifient, donc il y a tout un travail de réinvention, mais
En tout cas, il y a un droit musulman qui s'applique en Algérie, et les Algériens sont de statut personnel musulman. Donc juridiquement, en matière civile, et non plus là en matière pénale, ils ont aussi un régime particulier. Et puis évidemment, il y a la question des droits politiques. Les Algériens sont de nationalité française, mais de statut personnel musulman et d'une citoyenneté qui n'est pas équivalente à celle des citoyens français. Alors je prends beaucoup de précautions pour dire ça parce que c'est pas une absence de citoyenneté. C'est une citoyenneté diminuée, pour reprendre les mots d'un de mes collègues, Emmanuel Blanchard. Ça veut dire que lorsqu'ils votent, c'est dans un collège séparé, qui minorent leur représentation, parce que démographiquement, ils sont plus nombreux que les votants européens, mais comme ils sont dans un second collège, le ratio du nombre de représentants sur la population est beaucoup plus faible. Et puis, il y a aussi, pour illustrer cette idée d'une citoyenneté diminuée, l'accès aux emplois publics. Les Algériens ont accès aux emplois publics, mais pas à tous. Si je prends un exemple évident, c'est celui des carrières militaires. On peut s'engager dans l'armée, mais on ne peut pas accéder à certains grades, la carrière est très vite limitée. Si je prends un exemple que je connais bien, qui est celui de la justice, jusqu'en 1944, les Algériens pouvaient accéder, par exemple, aux fonctions de greffier, aux emplois de greffier, donc ils pouvaient être avocats, avoués, greffiers, mais ils ne pouvaient pas être magistrats. Donc il y a un accès aux emplois publics qui est différencié jusqu'en 1944. Donc quand on combine tout ça, on voit ce que ça veut dire juridiquement être un indigène en Algérie. C'est une citoyenneté partielle, c'est un droit civil différent du droit civil français, c'est au plan pénal être soumis au régime de l'indigénat, en plus d'être soumis aux lois ordinaires qui répriment les crimes et les délits. C'est tout ça qui fait le statut d'un indigène en Algérie. Sur les problématiques de genre, là aussi, il y a des choses à écrire encore. Parce que, à l'époque même de la colonisation, on a pu faire des rapprochements entre le statut des femmes métropolitaines n'exerçant pas le droit de vote et le statut des musulmans d'Algérie, des hommes pour le coup, qui lorsqu'ils avaient un droit de vote, avaient un droit de vote partiel et minoré. Laure Blévis a travaillé sur ces questions, et donc elle avait notamment repéré qu'en 1919, il y a une loi qui étend la citoyenneté en Algérie. Je passe les détails, c'est très complexe, mais en tout cas, il y a la constitution d'un corps électoral masculin algérien assez important, mais uniquement à l'échelon local. Et Laure Blévis a repéré que dans les discussions autour de cette loi de 1919, on a fait des comparaisons entre les droits politiques des indigènes algériens et ceux des femmes françaises, avec une question qui était: est-ce que l'on peut donner à des indigènes un droit que les femmes n'ont pas ici en métropole? Donc, ce qui est intéressant au niveau global, moi j'aimerais beaucoup un jour que des gens travaillent ensemble là-dessus, parce qu'on sépare les questions. Il y a ceux qui travaillent sur la colonie, il y a ceux qui travaillent sur la métropole, mais on ne se met pas assez tous ensemble. Ça veut dire que dans la République française, en fait, et y compris dans la citoyenneté française, il y a toujours eu des degrés. Et que les femmes de métropole et les hommes indigènes d'Algérie, eh ben, ils étaient dans des catégories de citoyenneté qui n'étaient pas la catégorie la plus complète. Et alors les femmes algériennes, je ne peux pas dire n'en parlons pas, mais évidemment, dans la hiérarchie, ce sont elles qui sont vraiment le plus bas. Parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes françaises ont obtenu le droit de vote, eh bien les femmes algériennes ont été tenues à l'écart. C'est-à-dire que l'extension du droit de vote aux femmes en Algérie ne s'est faite que pour les citoyennes françaises à part entière. Les musulmanes n'ont pas eu le droit de vote à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1958 que les femmes algériennes ont eu le droit de vote. Je précise que ce n'était pas après le retour du général de Gaulle au pouvoir, c'est le gouvernement précédent, celui de Félix Gaillard, le dernier gouvernement de la 4e République, qui avait fait voter une loi pour mettre fin à cette situation. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. Elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qui l'aura choisi.
Il est institué un certificat d'études primaires. Il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de 11 ans. En matière d'éducation, il y a un pourcentage très simple, admis, même si les statistiques peuvent toujours se discuter, il faut les prendre comme des ordres de grandeur. Il y a 15% des enfants dits musulmans, en 1954 à la fin, 15% des enfants dits musulmans en âge d'être scolarisés qui le sont. Donc on voit bien que si on en est là en 1954, c'est que le bilan du développement de l'école est très insuffisant pour employer un terme léger. Pour résumer à grands traits, les lois Ferry s'appliquent en Algérie, mais leur mise en œuvre dépend en grande partie des communes. Et donc dans les communes de plein exercice dotées d'un conseil municipal, les écoles primaires sont ouvertes et accessibles aux Algériens qui vivent dans les communes de plein exercice. Dans les communes mixtes, ça n'est pas le cas. Donc il y a cette inégalité-là. Et quand je parlais des 15% d'enfants en âge d'être scolarisés qui le sont en 1954, bien évidemment, la différence est énorme entre les villes et les campagnes. Dans les villes, tous les petits garçons algériens vont à l'école. Les filles, non. Les garçons, oui. Les filles, non. Mais dans les campagnes, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est important parce que ça permet de comprendre aussi la mémoire des Français d'Algérie, parce que les Français d'Algérie étaient majoritairement des urbains. Plus de 80%, à la fin de la période coloniale, ils vivent en ville. Et ils ont toujours été majoritairement des urbains. Donc des Français d'Algérie, aujourd'hui, racontent en toute bonne foi, ils ne mentent pas, qu'ils se souvenaient qu'ils allaient à l'école avec leurs petits copains algériens. Ben oui, mais ils habitaient dans les villes qui étaient des espaces d'exception au regard des campagnes, et les Algériens, eux, au contraire, ils vivent majoritairement dans les campagnes à 80%. Donc si on a ce bilan-là en 1954, il faut imaginer que la question scolaire, en 1880, elle n'est pas d'actualité en Algérie, sauf, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, elle est d'actualité parce qu'on réfléchit quand même à quel type d'école mettre en œuvre, et on a des tâtonnements avant qu'il y ait les lois Ferry et leur application. Et puis il y a un territoire particulier qui est celui de la Kabylie. Il y a ce qu'on appelle le mythe kabyle, que les autorités coloniales ont fortement en tête, l'idée que les Kabyles seraient des populations plus facilement assimilables, plus ouvertes à une culture française. Donc la Kabylie bénéficie très tôt d'un réseau d'écoles plus développé que dans le reste du pays, et la Kabylie est une exception de ce point de vue-là. Ce qu'on a appelé par la suite l'Union indo-chinoise, elle est en cours d'organisation dans les années 1870-80. Et il y a une idée qu'on a souvent en tête, c'est que l'Algérie a servi de modèle pour l'organisation de l'Empire français. Et de fait, on nomme en Cochinchine, qui est le territoire majeur de la future Union indo-chinoise, un fonctionnaire du gouvernement général de l'Algérie qui s'appelle Lemire de Villers. Donc voilà un homme qui arrive d'Algérie pour contribuer à organiser administrativement ce territoire dans lequel l'administration militaire, comme en Algérie du temps des bureaux arabes, joue un rôle énorme. Donc on a un processus à peu près identique de conquête militaire, administration militaire et l'idée d'un passage à un régime civil. Et ce fameux Lemire de Villers met au point, dans des échanges avec le ministère des colonies à Paris, un décret d'indigénat qui rassemble les mesures de l'indigénat, pas tout de suite, je crois qu'il n'y a pas les amendes collectives tout de suite qu'elles sont ajoutées ensuite, en mai 1880. Alors on a dit beaucoup, à partir de la trajectoire de cet homme-là, qu'il y avait eu une importation du régime de l'indigénat d'Algérie en Indochine. C'est une idée qu'on peut discuter de façon fine. C'est-à-dire que bien sûr, quand on élabore le décret pour la Cochinchine, l'exemple algérien est en tête. Mais à ce moment-là, on est en train de penser à la loi pour les administrateurs en Algérie. C'est pas encore fait. Donc Lemire de Villers, évidemment, il arrive avec la situation algérienne en tête et il sait de son expérience algérienne qu'il faut organiser et légaliser un peu les pratiques qui sont les pratiques sur le terrain. D'où ce décret.
Mais il n'y a pas de copie sur l'Algérie, au sens où, au même moment en Algérie, on est seulement en train de réfléchir à la loi. En plus, en Algérie, tout n'est pas légalisé. La loi de 1881 ne concerne que les administrateurs des communes mixtes. Donc, en Cochinchine, on a un décret de mai 1881 qui légalise les mesures du régime pénal de l'indigénat. En réalité, c'est ce décret, fait pour la Cochinchine en 1881, qui a servi ensuite de modèle pour les autres territoires de l'Empire français. Vous prenez Madagascar, la Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, avec des adaptations toujours locales. Mais ce n'est pas du tout la loi algérienne, parce que la loi algérienne, elle est très spécifique au contexte algérien, avec les communes mixtes, les administrateurs. Et puis dans la loi algérienne, il n'y a pas le séquestre des biens, il n'y a pas les amendes collectives et il n'y a pas l'internement. Alors que dans le décret de la Cochinchine et dans les décrets qu'on prend pour les autres territoires qui sont postérieurement conquis et organisés, il y a tout ça. La particularité majeure de la Cochinchine et puis d'autres territoires constitutifs de l'Union indo-chinoise, c'est aussi que dans certains cas, c'est compliqué, c'est vraiment une mosaïque, mais on maintient une administration locale. Et donc ce ne sont pas des fonctionnaires français, agents de l'État colonial, qui ont par exemple les pouvoirs disciplinaires, mais ce sont des agents des administrations locales. Et il y a une combinaison en fait entre administration locale restant éventuellement en place et l'administration coloniale avec les pouvoirs du régime pénal de l'indigénat. Il y a quelque chose qui me semble important dans l'histoire de l'administration coloniale, c'est évidemment de bien penser que même si les administrations sont organisées légalement, réglementairement, elles sont aussi liées aux sociétés qu'elles doivent régir. Et l'Algérie reste particulière par rapport aux autres en raison de son peuplement français. Son peuplement d'abord européen, parce que ce qu'on appellera plus tard les Français d'Algérie, au début, viennent quand même dans des proportions majoritaires pendant longtemps, de l'Espagne, de Malte, il y a aussi des migrants d'Italie, enfin bon, il n'y a pas que des Français qui viennent en Algérie, donc population européenne, avec naturalisation qui à la fin nous donne ces Français d'Algérie. Et donc l'administration d'Algérie, elle est aussi liée au fait qu'il y a une minorité européenne, française de nationalité, avec une pleine citoyenneté qui existe. Et donc l'administration, elle est évidemment pensée en fonction de cette société-là. Si je prends l'exemple des communes, c'est flagrant. Il y a deux types de communes, parce qu'on n'imagine pas que des Français de pleine citoyenneté puissent être soumis au pouvoir d'un administrateur de commune mixte. Bien évidemment, pour une population française pleinement citoyenne, on pense que le régime communal pertinent, c'est celui du conseil municipal élu, c'est pas celui de l'administrateur nommé. Donc, il y a un lien fort entre l'administration, son organisation, des éventuels pouvoirs punitifs qu'on donne aux agents de l'État et la société coloniale à laquelle on a affaire. Et l'Algérie, en tant que colonie avec ce peuplement français, est une particularité par rapport au reste de l'Empire. Bien sûr, il y a du peuplement européen et ou français aussi en Nouvelle-Calédonie, mais c'est une population issue de la colonisation pénale, donc c'est très différent de la migration comme il y a eu en Algérie. Donc il y a cette singularité-là très forte de l'Algérie, et quand on prend le temps de comparer, de la mettre en comparaison avec d'autres colonies, il y a des spécificités locales qui ressortent évidemment. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, qu'a beaucoup étudié Isabelle Merle, ce sont ces travaux-là auxquels je me réfère, eh bien le régime de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, il a quelque chose de très particulier, c'est qu'il organise des réserves. Ça, il n'y a pas du tout eu ça en Algérie, mais les Kanaks ont été organisés en réserve avec un chef chargé d'administrer la réserve, et l'indigénat était entièrement tourné vers l'organisation des réserves
et entièrement, en grande partie, en tout cas, tourné vers l'organisation des réserves et les pouvoirs qu'on allait donner à ceux des Kanak qui étaient chargés de les administrer. Donc il y a toujours un lien entre le type de société dans lesquelles on est et le type d'administration qu'on met en place.